non, mais c'est pas un souci, je peux quand même. Je suis obligée. Un, deux, trois, go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau Facebook Live, celui du mois de mai 2023. Très heureux de vous retrouver pour des nouvelles questions qui sont arrivées fort nombreuses, de plus en plus nombreuses, et c'est plutôt une bonne chose, qui sont également assez diverses, et donc auxquelles je vais essayer de répondre durant cette heure que nous allons passer ensemble. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez, tout au long de cette rencontre, m'envoyer sur direct@ales.fr toutes vos questions et là aussi j'essaierai de pouvoir y répondre au mieux. Je rappelle que pour les questions plus complexes pour lesquelles je n'aurai pas tous les éléments, nous vous adresserons par courriel ou par courrier une réponse circonstanciée. Je ne souhaite bien sûr qu'aucune question ne reste sans réponse. Vous pouvez également retrouver toutes les archives de Facebook Live en vidéo sur alès.fr/Facebook-live, les 5 premières émissions en direct. La dernière émission d'ailleurs a été vue à de très nombreuses reprises, hein, plusieurs milliers de personnes, soit en direct mais surtout en différé. Et donc c'est un rendez-vous qui semble s'installer, un rendez-vous qui, je le répète une nouvelle fois en introduction, ne remplace aucunement les rendez-vous physiques, les réunions, les concertations et autres rencontres que nous avons dans les réunions ou dans la rue au quotidien. Mais c'est un plus qui nous permet de traiter des problèmes plus largement. Alors, sur les messages que nous avons reçus, tout d'abord, je voudrais vous remercier puisque nous avons reçu énormément de messages de félicitations pour la feria. Alors donc, il n'y a pas de question particulière, mais je tiens à dire quelques jours après cette feria qu'elle a été un grand succès, malgré le temps qui était maussade, mais ça n'a pas empêché les Alésiennes, les Alésiens et des habitants venant de très très loin, puisque nous avons vu des personnes venant du nord de la France, de l'est ou de l'ouest de la France, mais également du département du Gard et de la région Occitanie, venir en nombre dans nos bodegas sur les diverses animations, dans les arènes et surtout les jeux taurin autour du Gardon. Donc ça a été un grand succès malgré le temps. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il fasse un peu plus sec, mais on ne choisit pas le temps et nous avions besoin de pluie et donc on ne va pas s'en plaindre. Nous avons aussi beaucoup de félicitations pour les aménagements du pourtour de la cathédrale. C'est vrai qu'on peut maintenant, ça a été, je crois, l'une des premières questions auxquelles vous m'avez demandé de répondre au Facebook Live du mois de février dernier. Et donc, c'est terminé, conformément au planning que je vous avais alors donné. Ça s'est terminé dans les temps, à savoir avant la mi-mai. Et vous pouvez aujourd'hui, en vous baladant dans le cœur de Ville d'Alès, profiter de ces espaces verts qui permettent d'apporter de la fraîcheur en cœur de ville et surtout de mettre la belle cathédrale d'Alès dans cet écrin de verdure et de belles fleurs et donc attirer, je l'espère, à la fois bien sûr de nouveaux visiteurs, des touristes et puis apporter aux commerçants de cette place et demain au futur marché de l'abbaye un cadre beaucoup plus agréable et en tout cas merci pour ces messages de félicitations. Alors on me pose aussi des questions sur un point sur la Grande Rue Jean Moulin, on en parle aussi à chaque Facebook Live, là pour vous dire que les choses avancent. Les conseils syndicaux des copropriétés qui étaient appelés à donner leur avis le 24 mai dernier, la semaine dernière, ont adopté à l'unanimité, je vous en remercie, la destruction sur leur partie des copropriétés de la dalle, vous savez, qui est le préalable à l'aménagement de la Grande Rue Jean Moulin dans le cadre de la rénovation urbaine. Et donc, ces travaux de démolition, à l'image de ce que nous avons fait côté Logis Sévenol, vont attaquer à l'issue de l'été, à partir du mois de septembre, et l'ensemble des travaux de remise en état de ce bâtiment, des bâtiments des copropriétés, sera pour le premier trimestre 2024, l'année prochaine, avant que les travaux routiers, la réfection de la route, les plantations, se mettent en place pour être livrés, je vous le rappelle, au premier trimestre 2025, dans un an et demi. Ça va aller assez vite maintenant que le plus long a été fait avec les réseaux. Je vous rappelle que nous allons attaquer dès à présent, si ce n'est pas fait, ça va débuter dans les jours prochains, la réfection des réseaux de chaleur. Et donc nous allons changer dans toute la longueur de la Grande Rue Jean Moulin, parce que nous ne chauffons plus les réseaux de chaleur du chauffage collectif.
Un petit point aussi sur les travaux du marché de l'abbaye. Donc le permis de construire est en instruction actuellement. Les travaux d'aménagement du marché provisoire sont en cours, je vous le rappelle, sous la place de la mairie, à partir de mi-septembre de cette année, pour des travaux qui débuteront à la même période, mi-septembre 2023, dans quelques mois maintenant, à l'issue de l'été, et surtout avant une réouverture qui se fera là aussi premier trimestre 2025 pour des nouvelles halles dont nous reparlerons et que nous avons présentées dans le journal d'Alès Agglomération. Puisque nous avons parlé feria, j'ai aussi des questions, on va les présenter sur les festivités qui commencent. Vous savez que juste après la feria, à partir du mois de juin et encore plus précisément à compter du 15, 16, 17, 18 juin, les festivités d'été commencent et se renforcent. Nous allons avoir un été festif très important et vous allez trouver dans le journal d'Alès Agglomération, Alès Aglo, les premières dates du mois de juin. C'est vrai que c'est des questions que vous nous posez, à la fois le festival In Circus, à la fois bien sûr Passeur de livres ce week-end sur la place du Cratère, deuxième édition de ce grand salon du livre que j'ai souhaité aujourd'hui pour défendre l'écrit, le livre, et puis le 18 juin l'ouverture d'Alès Plage, le 21 juin la fête de la musique et tous les rendez-vous, sachant que la fête de la musique suivant les communes aura lieu le 16, 17, 18, 19 et 20 juin. Il y aura aussi le festival des Prés Saint-Jean qui aura lieu 30 juin et 1er juillet. Et puis un nouveau rendez-vous le 24 juin auquel j'invite à participer tous les jeunes, c'est Sunalès. Sunalès, c'est un nouveau rendez-vous festif pour les jeunes. Ça sera devant le Cratère, un DJ qui viendra ambiancer la soirée pour les jeunes de 19h à 1h du matin sur le parvis du Cratère. Et donc c'est organisé sur l'idée par le Forum Jeune et son élu Mérite de Bière avec DJ Wally. Alors je suis désolé, je connais pas DJ Wally, mais on me dit que c'est très bien. Et donc en partenariat avec les bars de la place Barbus à Alès, devant le tribunal. Donc retenez ça les jeunes, le 24 juin au soir. J'en profite, dernier élément que je voudrais vous donner, car il reste peu de place, c'est le concert de Kenji Girac, vous le savez, c'est l'un des 2 concerts payants de l'été dans les arènes d'Alès. Vous savez qu'il y a 3000 places en vente, il n'en resterait plus que 200 me dit-on, donc il faut se dépêcher pour celles et ceux qui veulent prendre les places pour ce grand concert de Kenji Girac dans les arènes d'Alès. Je cherche la date, ça y est, je l'ai retrouvée. Ça sera le dimanche 9 juillet à 21h30 aux arènes du Tempéras. Donc allez sur alès.fr et Fnac, Ticketnet, Cora Hyper U, achetez les dernières places qui démarrent. Et puis après, je reparlerai le mois prochain des festivités de l'été, la plupart gratuites, et bien sûr les Fous Chantants avec Jean-Louis Aubert, et puis Cratère Surface du 7 au 9 juillet, ce grand festival des arts de la rue, sa 24e édition de mémoire, et qui va encore une fois enchanter les petits et les grands, gratuitement bien sûr, dans la rue pour ce festival de Cratère Surface. Voilà ce petit point rapide que je voulais faire puisque j'avais une question sur les festivités. D'ailleurs, une question aussi qui était liée un peu à cela, de Sophie M par mail. Sophie M qui me dit sur la feria, petit bilan de la feria, pourquoi moins de bodega que les années 2000-2010 et pourquoi plus de bodega privatives? C'est une bonne question. Effectivement, Sophie, c'est une question que nous nous sommes posées également. Alors, on a quelques explications quand même. Dans les années 2000-2010, d'une part, nous étions avant Covid, hein, c'était un autre temps. Et puis, les associations, comme beaucoup de structures aujourd'hui, sont impactées par le manque de bénévoles. Parce que faire une feria le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est très long. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins d'associations qui prennent le risque de pouvoir effectivement tenir ces bodegas, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Donc nous encourageons bien sûr les associations à venir pour tenir ces bodegas. Alors la conséquence, c'est qu'il y a plus de bodegas privatives, sachant qu'il n'y en a pas énormément quand même sur la ville d'Alès. Il y en a 3 ou 4, contrairement à d'autres ferias voisines, c'est pas quand même le plus grand nombre. Après, généralement, ces bodegas privatives sont dans des lieux privés, et donc il leur revient bien sûr en organisation avec la ville
à, bien sûr, coordonner ces actions. Je reviendrai sur d'autres questions que me pose Sophie tout à l'heure, parce que c'est un autre sujet. Donc j'attaque maintenant par l'un des points d'actualité également qui m'a été posé, un point sur l'arrêté sécheresse qu'a pris Madame la Préfète le 26 mai dernier, donc la semaine dernière, passant de vigilance, du niveau de vigilance renforcé au niveau crise. C'est un sujet primordial, le problème de l'eau. Vous le savez, on entend tous les jours sur les télés, les radios, les difficultés qu'ont certains territoires avec le manque de pluie de ces derniers mois, les difficultés que rencontrent certains territoires sur la recharge des nappes phréatiques. Effectivement, notre territoire n'a pas dérogé à cet état de fait, et effectivement, dans certains lieux de l'agglomération d'Alès, notamment les communes de moyenne montagne et de montagne, il y a eu de la difficulté, les nappes ne se sont pas rechargées. Pour autant, à la fois, je voudrais vous rassurer, hein, ça veut dire notamment les habitants des communes de l'ex-Saint-Nicolas-de-la-Veine, de la Droude, on va dire des communes de la Plaine, nous ne manquerons pas d'eau potable cette année ni les années prochaines, puisque nous sommes sur des nappes karstiques, donc qui permettent aujourd'hui d'avoir des réserves en eau suffisantes. Pour autant, ça n'a pas empêché les services de l'État de nous mettre en situation de crise, peut-être par solidarité et peut-être du point de vue d'une pluviométrie un peu inférieure à ce qui était attendu. Mais effectivement, même si j'ai toujours du souci avec certaines de ces mesures, il faut quand même que nous prenions en compte collectivement le fait qu'il nous faut économiser l'eau au maximum. Parce que si nous n'allons pas en manquer cette année, il est évident qu'il faut changer nos pratiques sur le moyen et sur le long terme, tous et toutes, dans notre quotidien, à la fois au niveau économique pour les entreprises, mais à la fois aussi pour les particuliers, pour l'agriculture, je vais y revenir, pour les collectivités, pour faire en sorte de mieux utiliser cette ressource en eau qu'il nous faut quand même protéger. Il est aussi des communes dans les agglomérations, les communes de montagne, qui n'ont pas des nappes profondes et qui pompent l'eau, enfin l'agglomération qui est compétente en matière d'eau, dans les sources, dans les nappes phréatiques de surface ou directement dans les cours d'eau. Et là, nous avons un impact assez rapide lorsqu'il manque de précipitations. Alors nous avons eu la chance ces derniers jours d'avoir eu quand même un certain nombre de millimètres d'eau sur le territoire, il en manque encore, mais c'est vrai que ces pluies ont au moins permis d'alimenter la végétation qui était en stress hydrique, comme on dit, et on peut le voir aujourd'hui, la végétation sur l'agglomération et sur la ville d'Alès a bénéficié de ces précipitations, mais du coup, l'eau n'a pas pu descendre complètement dans les nappes phréatiques puisque c'est la végétation qui a bu cette eau. Et donc, c'est vrai que ça n'a pas rechargé comme nous l'aurions souhaité, puisque les pluies d'automne, quand la végétation s'endort, profitent plus à la ressource que les pluies d'été ou de printemps. Pour autant, c'était toujours bon, bien sûr, d'avoir ces pluies. Mais comme je vous le disais, il faut que nous prenions conscience collectivement qu'il va falloir ensemble gérer cette ressource. Et donc, nous avons décidé avec Max Roustan de lancer des grands états généraux de l'eau. Des grands états généraux de l'eau qui vont débuter dans quelques jours avec l'ensemble des communes des bassins versants des Gardons, donc du sommet des Cévennes jusqu'à Romoulins. Donc 172 communes, et nous allons ensemble travailler à essayer de réfléchir à un modèle d'utilisation et de stockage de l'eau. Aujourd'hui, des solutions existent, et pas des méga-bassines comme on dit, mais des solutions existent pour permettre de pouvoir stocker l'eau quand elle tombe, sans aller chercher l'eau dans les nappes phréatiques bien sûr, afin de pouvoir alimenter notamment l'agriculture. Et c'est une des difficultés, puisque en niveau crise, hein, cet arrêté prévoit que nous n'avons plus le droit, autrement que pour des besoins domestiques, c'est-à-dire boire, se laver, faire boire les animaux, d'utiliser l'eau. C'est quand même quelque chose de très dur à vivre. Nous sommes même pas début juin, nous sommes au mois de juin dans 2 jours, et donc déjà en début de saison estivale, nous ne pouvons plus laver nos voitures, arroser nos plantes, remplir nos piscines, même pour l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture est soumise à ces restrictions, et ça, c'est une véritable problématique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre en place des plans alimentaires de territoire, ce qu'on nous a demandé de faire, ce que nous avons fait sur les agglomérations,
Et puis nous dire parallèlement, voilà, il vous faut créer des filières courtes, filières de qualité, mais surtout ne vous servez pas de l'eau. Et bien juste, il faut nous permettre de pouvoir stocker de l'eau pour l'agriculture, parce que sinon, d'ici quelques années, ben, nous n'aurons plus d'agriculteurs et donc nous aurons à nouveau une agriculture intensive contre laquelle nous essayons de lutter pour avoir une agriculture de proximité, sans pesticides, sans intrants, une agriculture que nous pouvons avoir, on va dire, dans un rayon de 100 km autour d'Alès. Je rappelle que l'un des objectifs de ce PAT, c'est une autosuffisance alimentaire d'ici quelques décennies sur ce territoire. C'est vers cela que nous travaillons, mais pour cela, il nous faudra de l'eau. Donc là aussi, après, nous rencontrerons bien sûr les services de l'État. Nous allons travailler sur des techniques pour essayer de trouver les bonnes solutions. Et je tiens à dire que ce ne sont pas des élucubrations d'élus. Tout se fait bien sûr avec de la raison, du sens et surtout du bon sens. Du bon sens. Voilà. Le bon sens, c'est tout simplement à la fois pouvoir continuer de vivre, continuer d'accueillir des êtres humains sur notre territoire, donc leur donner de quoi se vivre sur ce territoire, tout en protégeant à la fois notre environnement, et nous y travaillons, vous le savez, et la ressource en eau en fait partie. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, soyons très vigilants, économisons l'eau au maximum, ne la gaspillons pas, captons-la quand il pleut. Hein, on peut, pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison, on peut aujourd'hui investir dans des grosses bonbonnes qui captent l'eau et qui nous permettront d'entretenir quand même nos jardins et nos piscines, parce que la vie ne s'arrête pas en juin sur nos territoires. Donc, autre question, nous avons vu sur vos réseaux sociaux que vous avez été invité par le président de la République à l'Élysée il y a quelques jours. Quel en était l'objectif? Oui, effectivement, je me suis exprimé. J'ai reçu une invitation de l'Élysée de la part du président de la République pour assister à la présentation du plan de rebond industriel. Ça a été communiqué à la télé, dans les journaux, peut-être que vous l'avez vu. Bon, c'est bien sûr une fierté pour moi, pour le territoire, hein, d'avoir été convié à l'Élysée parmi quelques élus, quelques chefs d'entreprise, des parlementaires, afin d'assister à cette présentation. Alors l'objectif de la présence en ma personne d'Alès Agglomération était dû au fait que, vous le savez, Alès Agglomération, depuis des années, est reconnue pour son écosystème économique et industriel. Nous avions été retenus parmi l'un des 149 territoires d'industrie. À ce titre-là, plus de 10 millions d'euros ont été investis sur le territoire dans l'industrie. Vous savez que depuis près de 30 ans avec Max Roustan, nous avons fait le choix de l'industrie, une industrie en mutation, la plus propre possible, une industrie technologique avec beaucoup de recherche et développement. Et donc là, nous venons d'être à nouveau retenus dans le cadre du plan Rebond Industrie France 2030, et nous avons été le seul territoire d'Occitanie à être retenu dans le cadre de ce plan rebond. Et donc, à ce titre, j'étais convié à participer, à échanger avec des autorités nationales sur cet avenir. Donc, d'ici quelques jours, j'en communiquerai précisément les contours, les enjeux, dans le cadre d'un copil avec l'État. Mais c'est une fierté, cette reconnaissance, une nouvelle fois, de la capacité qu'a notre bassin économique d'Alès de pouvoir être retenu dans les dispositifs nationaux. J'en profite pour dire, vous le découvrirez dans le prochain journal de l'AS Agglomération, par exemple, puisque beaucoup de projets aujourd'hui sont confidentiels, mais la société SNR annonce 25 millions d'euros d'investissement dans les prochains jours et des créations d'emplois, enfin dans les prochaines années, dans les prochains mois, pardon, sur le territoire par la création d'un nouvel atelier pour développer encore plus les nouveaux roulements troisième génération qui vont équiper bien sûr les véhicules terrestres. Et Alès, là aussi, a été retenu en concurrence avec d'autres territoires du monde entier, puisque d'autres villes d'ailleurs avaient été retenues en Allemagne, au Brésil, au Japon, puisque c'est une entreprise à la fois japonaise et française. SNR, c'est NTN SNR. Et donc c'est une fierté. Si nous avons été retenus, c'est sûrement sur notre capacité à pouvoir rebondir vite et à être efficace. Donc voilà, et d'autres projets seront annoncés prochainement. Puisque j'en suis là, aussi une petite information pour vous dire que le 5 juin prochain, lundi prochain, je serai reçu par Clément Beaune, le ministre des Transports, puisque j'ai une question que j'ai vue passer de Jules,
Par mail, bonjour Monsieur Rivin, je vous ai vu parler de la fin de la 2x2 voies dans une autre émission, c'était très intéressant. Comment on peut attendre encore et encore alors que des routes se construisent tous les jours partout? Je suis chauffeur poids lourd, je prends cette route tous les jours et c'est infernal et je peux vous dire que je ne suis pas le seul à le penser. Qu'est-ce qu'on attend? Point d'interrogation. Je ne quitterai jamais Alès. Merci, c'est sympa. Merci Jules. J'y suis trop bien. Merci Jules. Mais c'est rageant. Merci pour votre réponse. Effectivement, je me suis exprimé à de très nombreuses reprises sur la fin de ce qu'on appelle le contournement ouest de Nîmes, c'est-à-dire la fin de la 2x2 voies qui doit connecter le nord du Gard, la Basse-Ardèche, la Basse-Lozère, à l'autoroute par exemple, mais aussi à Marseille, à l'Espagne, à la région sud. C'est un projet obligatoire. Donc je vais rencontrer le ministre Clément Beaune, accompagné de chefs d'entreprise, de jeunes chefs d'entreprise alésiens, industriels ou non, qui investissent depuis des années sur ce territoire parce qu'ils y croient, afin quand même d'expliquer une nouvelle fois au ministre l'intérêt de cette 2x2 voies. Alors, enfin la fin de cette 2x2 voies, qui coûterait très cher, certes, qui aurait coûté beaucoup moins cher si on n'avait pas traîné, dont l'objectif et l'utilité publique a déjà été validée à de nombreuses reprises, dont l'enquête publique qui vient de se terminer a émis un avis favorable, et donc maintenant il faut passer à la phase active, puisque les services de l'État ont reconnu l'importance et l'utilité de cette 2x2 voies. Je rappelle une chose, et vous qui m'écoutez, vous allez partager ce que je dis, c'est plus de 200 000 personnes qui sont concernées au quotidien par ce contournement ouest de Nîmes. Pourquoi 200 000? Parce que tout le nord de Nîmes, de la Calmette, de Saint-Chap, mais aussi une partie de l'Uzège, bien sûr Alès agglomération, le pays Cévennes, la Basse-Ardèche, le Viganais, enfin tout le nord de Nîmes, tout le département du Gard, la Basse-Ardèche, la Basse-Lozère est assigné à résidence certaines heures de la journée parce que nous ne pouvons plus rejoindre l'autoroute A9 dans des temps acceptables. Et je rappelle ce que j'ai dit, que ce temps perdu sur la route, ça coûte de l'argent bien sûr aux gens, ça coûte du temps aussi à ceux qui travaillent, et ça crée des gaz à effet de serre et de la pollution supplémentaire. Donc à la fois ça pollue Nîmes, et les Nîmois en ont ras-le-bol d'avoir ce trafic dans leur ville, et puis ça empêche le développement de certaines activités sur le nord de l'agglomération. Nous sommes aujourd'hui l'un des derniers territoire de cette taille-là à être encore enclavé, et donc ce n'est pas acceptable, et donc dans quelques jours, lundi prochain, je serai au ministère des Transports pour plaider une nouvelle fois cette cause. C'est vrai qu'il faut de l'argent, 280 millions d'euros, mais je crois quand même qu'il y a des investissements qui sont nécessaires. Si on l'avait fait il y a 10 ans, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Après, je le redis, et j'ai discuté avec les opposants au tracé, c'est-à-dire de la commune de Caveyrac, mais on peut comprendre qu'on s'oppose, j'ai aucun souci avec ça, même si a priori tous ne seront pas impactés, qu'on peut avoir un tracé qui globalement sera moins coûteux aujourd'hui et sur lequel on ne roulera pas 110 km/h parce qu'on sera quand même en ville. Donc je crois qu'il y a des solutions, peut-être pas alternatives, parce qu'il ne faut pas recommencer à zéro, mais des solutions palliatives pour diminuer le coût, mais surtout accélérer le développement de cette 2x2 voies avec Max Roustan. Rappelez-vous, en 93, lorsqu'il a été député, ça a été l'un des premiers dossiers qu'il a défendu, et on avait eu le premier tronçon jusqu'à Vézénombre, et puis après il a fallu beaucoup de mandats de députés pour avancer, et là nous sommes bloqués, c'est inacceptable, et j'irai le dire accompagné de chefs d'entreprise lundi prochain, et bien sûr je vous tiendrai au courant de cette affaire. Alors je continue parce qu'effectivement il y a beaucoup de questions. Une question de Pierre A par mail. Bonjour, avez-vous un projet pour le Fort Vauban? Alors oui et non. Vous savez que le Fort Vauban, on a plein de projets, on n'a pas un projet arrêté. On a pour projet pour l'instant de sauvegarder ce patrimoine, c'est-à-dire le mettre hors d'eau, hors d'air, et le remettre à son état dans lequel il était, dans l'état dans lequel il était avant qu'il ne devienne une prison. C'est pour ça que vous voyez qu'on a refait le toit. On a réouvert des ouvertures qui avaient été fermées avec des cairons pour la sécurisation de la prison. Et donc, on va essayer petit à petit, parce que ça coûte beaucoup d'argent et on est peu aidé, on va essayer de sécuriser ce bâti. Et une fois sécurisé, qu'est-ce que nous ferons? Nous en trouverons ensemble l'utilité. Et je peux vous garantir que beaucoup d'idées fourmillent autour de la culture, autour de la formation, autour d'un certain nombre de choses. Et je peux vous garantir que ce Fort Vauban, nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir, de le maintenir et de le sauvegarder. Ça prendra beaucoup d'années, mais c'est pas bien grave. La cathédrale, on a mis 20 ans pour la rénover, hein, parce qu'il faut aussi beaucoup d'autorisation, et donc on va faire les choses dans l'ordre. Une question par mail toujours de Martine D. Bonjour Monsieur Rivin, qu'avez-vous trouvé des solutions pour les odeurs très nauséabondes qui se dégagent des égouts dans certains quartiers du centre-ville dès les premières chaleurs? Alors ça, chère Martine, c'est à la fois compliqué. Alors quelques explications. Je l'ai dit tout à l'heure en parlant de l'eau, on s'est aperçu qu'il a peu plu ces derniers mois sur le territoire. Or, les réseaux d'égouts et les réseaux, notamment le réseau pluvial, là où il y a du réseau unitaire, c'est-à-dire qu'à la fois on mélange, malheureusement, il y a encore quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de réseaux qui sont dits unitaires. C'est des réseaux qui ont été faits il y a plus de 200 ans, 300 ans, avec lesquels la ville vous entend. Et donc ces eaux, effectivement, rentrent par les bouches d'égouts qu'on a sur les routes et partent ensuite par les tuyaux jusqu'à la station d'épuration et après dans le Gardon. Le problème, c'est que, vous le savez, c'est comme dans une maison, c'est comme un évier, c'est comme un WC, il y a des siphons pour que les odeurs ne remontent pas. Parce que si chez vous, vous ne mettez pas de l'eau dans vos éviers, dans vos lavabos ou dans vos WC, ben, les odeurs des égouts remontent et le siphon est là pour capter ces odeurs. Mais quand il pleut pas, ces siphons s'évaporent, se vident, et effectivement, à partir de ce moment-là, ben, les odeurs remontent, et donc il nous tarde souvent qu'il y ait de la pluie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous ne pouvons plus utiliser l'eau pour aller remplir ces siphons, puisque vous le voyez de temps en temps, on arrive avec un camion, une tonne à eau, et on remplit les bouches d'égout, qu'on nettoie d'ailleurs en septembre avant les pluies attendues et les orages sévenols. Et donc voilà pourquoi il y a des odeurs. Et puis en plus, certains réseaux étant vétustes, vous avez parfois des casses de réseau qui font que les odeurs remontent. Alors c'est très embêtant, j'en conviens tout à fait, mais on essaie de faire au mieux. Alors on met du désodorisant de temps en temps, mais voilà, l'eau, on ne peut plus en mettre comme on veut dans les réseaux. Et les pluies de ces derniers jours ont sûrement, en tout cas, je l'ai constaté par moi-même dans un quartier de la ville ce matin, les odeurs ont un peu disparu parce que les eaux aujourd'hui, d'une part, on nettoyait un peu les réseaux, parce que l'eau nettoie aussi ce qu'il y a dans les réseaux, et puis on rechargeait les siphons. Autre question de Sophie M. J'en ai parlé tout à l'heure, elle me posait la question sur le bilan Feria, mais elle avait 4 questions. Alors Sophie M par mail, je me permets d'écrire ces quelques questions qui me taraudent l'esprit. Ne vous inquiétez pas Sophie, ne vous taraudez pas l'esprit quand même, ça vaut pas le coup, mais vous avez raison de me poser la question qui vous taraude. Quand la rocade repassera à 70 km/h, car honnêtement, la limitation à 50 km/h ne sert pas à grand chose, point d'interrogation. C'est intéressant, point d'interrogation. La nuit, personne à 50, le jour, on ne peut pas arriver à 50. Vous n'avez pas totalement tort, vous n'avez pas totalement raison. C'est un sujet que nous assumons avec Max Roustan d'avoir pris cette décision pour plusieurs raisons. La première, vous l'avez dit, c'est vrai que la journée, cette rocade est assez encombrée, pour pas dire très encombrée, de plus en plus. Ça veut dire aussi que le bassin vit de plus en plus. Et effectivement, quand on va d'un giratoire à l'autre, eh ben, il faut limiter la vitesse parce que ça permet un écoulement meilleur si tout le monde est limité à 50 km/h, meilleur du flux parce qu'on va moins s'enquister les uns derrière les autres si on arrive à fluidifier le trafic. Donc c'est très important. Pour cela, il faudrait que tout le monde respecte cette vitesse. Deuxième chose, on l'a dit, la plupart aujourd'hui des voitures, et encore pour longtemps, sont thermiques. Et donc rouler à 50 km/h au lieu de 70, puisque nous sommes en ville, et la ville c'est 50 km/h, ça traverse la ville d'Alès, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est donc moins de consommation de carburant, mais c'est également moins de bruit. Et nous avions des plaintes légitimes de beaucoup de riverains de cette rocade qui nous reprochaient ce bruit nocturne, diurne qui est sur cette rocade. Donc il faut aussi penser à celles et ceux qui habitent à côté de cette rocade. D'ailleurs, même si tout le monde ne respecte pas les 50 km/h, et j'en vois beaucoup par moi-même qui ne les respectent pas, nuit toujours d'ailleurs, globalement le bruit a quand même sensiblement baissé puisque de toute façon, je ne devrais pas le dire, mais en l'occurrence, c'est une réalité. Les gens, quand c'était limité à 70, ils se disent, bon, je peux aller à 90, parce que 20 km/h, je risque rien. Maintenant que c'est à 50, il y en a qui se disent, bon, je peux aller à 70, parce que je risque rien, plus 20 km/h. Attention quand même de ne pas tomber sur un radar, parce que là, vous risquez 20 km/h. C'est quand même un point et 90 € d'amende. Par contre, effectivement, on a baissé la vitesse, donc le bruit, donc la pollution sur cette rocade. Globalement, je l'ai testé, de la rocade de l'hôpital jusqu'à la Luquette,
rouler à 50 à la place de 70 avec les ronds-points, tout ça, c'est pas une perte de temps majeure, hein. On perd 1 à 2 minutes maximum sur ce trajet-là. On peut quand même aujourd'hui l'accepter, mais on assume. Et puis dernier point, moi qui suis cycliste en ville, il m'est arrivé de prendre la rocade à vélo. Je peux vous garantir que quand vous faites doubler par une voiture à 70 ou 90 km/h, vous avez peur, vous êtes en insécurité. À 50 km/h, écoutez, vous vous sentez un peu plus en sécurité. Et au moment où nous développons le transport en vélo, le déplacement à vélo, écoutez, je crois aussi que faire la place aux cyclistes en diminuant la vitesse, c'est un peu civique. Donc pensons au vélo, pensons au bruit, pensons aux riverains, pensons à la pollution et pensons à notre porte-monnaie. C'est donc une bonne mesure. Je rappelle que nous sommes en ville, d'ailleurs c'est pas une rocade, hein, c'est un boulevard urbain et dans toutes les autres zones de la ville, excepté une partie où il n'y a pas de riverains, la limitation, c'est le code de la route qui fait, c'est 50 km/h. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas dramatique. Moi aussi, j'aimerais bien appuyer un peu le dimanche matin quand je suis seul sur la rocade. Je m'y tiens. C'est vrai que du coup, je consomme moins la batterie de ma voiture. Pour les opérations de coup de poing, c'est vraiment une très bonne idée, je vous en félicite. Mais un de mes voisins avait posé devant chez lui un tas d'encombrants bien rangés, des meubles démontés principalement. Le service encombrant n'a rien pris, prétextant que c'était limité à 1 mètre cube. Ce n'était indiqué nulle part. Nous avons cherché sur les arrêtés panneaux devant les rues concernées, le site d'Alès, sur les annonces sur les réseaux sociaux et nous n'avons rien trouvé. Oui. Alors je ne sais pas parce que j'ai pas vérifié votre question. Je l'ai eu il y a une demi-heure, donc je peux pas vous dire si on trouve cette limitation. Ce qui est sûr, c'est que les encombrants, je vous rappelle une chose, c'est qu'on ne dépose pas sur le trottoir d'encombrants sans avoir au préalablement pris la tâche du service des encombrants de la commune d'Alès, mais c'est le cas aussi sur toutes les communes de l'agglomération avec les mairies de chacune des communes, parce qu'il y a des jours où on peut déposer ces encombrants pour que les services viennent les chercher, mais le service des encombrants, ce n'est pas un service de déménagement. Le service des encombrants, c'est pour aider ponctuellement les personnes qui n'ont pas les moyens de déplacer ces objets dont ils ne veulent plus avec leurs propres moyens, et donc la collectivité, ce qui nous coûte très cher, donc qui vous coûte très cher aussi dans la TOM, vient chercher sur rendez-vous ces encombrants, et après essaie d'ailleurs, je le redis, c'est nouveau depuis le plan déchets dont je vous ai parlé lors de la première émission, essayer de le réemployer au mieux, c'est-à-dire qu'on a des accords avec les éco-mobiliers, avec l'éco-emballage, et quand on peut recycler, réutiliser, réemployer, et nous le mettons en décharge, ce qui nous coûte aussi, hein, parce que dès qu'on met en décharge, ça paye, hein, et puis on paye des taxes en plus, ce qu'on appelle les déchets ultimes. Mais le mètre cube, c'est la réglementation aujourd'hui, alors je vais m'assurer que ce soit bien indiqué, parce que sinon, ça professionnalise ces encombrants. Et je rappelle que si on dépose sur son trottoir, proprement ou pas proprement, peu importe, sur le trottoir devant chez soi des objets sans avoir pris rendez-vous auparavant avec le service ad hoc, ça ne devient plus des encombrants mais des déchets sauvages. Et là, pour le coup, la réglementation, c'est la possibilité de recevoir une amende de 1 500 euros. 1 500 euros, vous avez bien entendu. Je ne vous cache pas qu'on ne met pas ce type d'amende avec plaisir, mais on n'hésite pas à la mettre lorsque c'est organisé et lorsqu'au lieu de faire venir une entreprise spécialisée ou tout ça, on nous file tout sur le trottoir et aux frais du contribuable, allez hop, venez nous chercher les trucs, moi je m'en lave les mains et c'est à vous de payer. Non, voilà, c'est la responsabilité, on rend un service gratuit à la population pour des petites quantités, mais on ne peut pas ramasser tous les déchets de tout le monde à n'importe quel moment. Tiens, on a vu un canapé, un truc ainsi, non. Et puis je rappelle une chose, que quand vous achetez un canapé, une gazinière, un frigo, l'entreprise qui vous livre ce matériel doit reprendre les vieux matériels. Donc bien souvent, il y en a certains contre qui on fait la guerre aujourd'hui qui vous disent non mais vous inquiétez pas, mettez-le sur le trottoir, on vous le sort si vous voulez, la mairie va venir le chercher. Non, c'est illégal. Et vous risquez 1 500 euros d'amende. Attention, vous dites quand ils viennent vous chercher, écoutez, je veux plus ce vieux canapé, vous repartez avec, nous payons dans nos éco-taxes de quoi les recycler. Donc attention de ne pas nous faire avoir, je ne veux pas payer par l'impôt ce que nous payons déjà dans nos taxes et qui est à la charge
des vendeurs de meubles, de canapés, de frigos, de tout ce que vous voulez, ou de gazinières. Donc soyons vigilants, mais il faut bien qu'on limite, sinon on ne s'arrête plus. Et après, quand je vais augmenter la TOM, vous allez me dire, t'es pas sympa parce que tu augmentes les impôts. Donc voilà, ça m'a permis, merci de votre question, ça m'a permis de préciser tout cela, mais on est très très en observation sur ce problème des déchets. Voilà. Ben, puisqu'on parle des déchets, j'ai vu tout à l'heure une question sur les éco-composteurs. Passé. J'ai vu cette question-là. D'Hervé par mail. Bonjour monsieur, je suis vos lives tous les mois, c'est très intéressant. Il paraît que nous jetons 70 kg de déchets de cuisine à la poubelle par an. Du coup, j'ai décidé de commencer mon compost le mois dernier. Vous parlez d'éco-composteur, comment le récupérer? Alors là, c'est très, très bien. Merci beaucoup Hervé pour cette question. Alors, j'en profite pour vous dire que dans le prochain journal qui va sortir dans les jours qui arrivent, je récupère la page. Vous avez toute une page sur les 20 000 éco-composteurs qui commencent à être enfin distribués. Alors 20 000, c'est beaucoup et c'est pas énormissime parce qu'il nous faudra quelques mois pour les avoir, quelques années. Donc cette année, ça va être 5 000 éco-composteurs qui vont pouvoir être disponibles dans l'ensemble des communes de l'Est agglomération. Donc moyennant une participation de 20 euros. Alors ces 20 euros, c'est pas pour payer l'éco-composteur, c'est pour responsabiliser, parce que ça nous coûte très cher, hein, ça coûte 30 à 40, 50 euros l'éco-composteur qu'on investit, mais c'est surtout aussi de payer les maîtres composteurs qui vont venir à votre demande vous expliquer comment on fait du compost. Parce que, je vous l'avais expliqué lors de la première émission sur les déchets, je me suis mis moi-même au compost depuis plusieurs mois. Je rappelle aussi que si on a un peu de moyens, on peut aller dans toutes les bonnes jardineries acheter son éco-composteur sans attendre celui de la collectivité, comme ça est à vous, c'est entre 50 et 60 euros. Alors c'est toujours un peu d'argent, mais ça fait partie de nos obligations. Pourquoi? Parce que à partir du 1er janvier prochain, la loi française, pas Christophe Riven, la loi française nous oblige à traiter nous-mêmes nos biodéchets. Alors, bien sûr que dans les appartements, c'est beaucoup plus compliqué. On parle de gens qui ont la possibilité de les traiter. Donc, il y aura ces éco-composteurs que nous mettons à disposition. Il y a ceux que nous pouvons acheter et donc faire notre compost. L'avantage, vous parlez de 70 kg par an et par personne, c'est une moyenne, effectivement. Il y en a, c'est beaucoup plus. Il y en a, malheureusement, c'est beaucoup moins. Mais nous pouvons faire cet éco-compost. C'est un geste assez simple. Gérer le compost, ça se règle, ça s'apprend. Il faut mettre un peu de déchets verts, un peu d'eau, un peu d'air, parce qu'il faut tout ça, et puis mettre tous les déchets organiques ménagers, des bouts de viande, des poissons, des épluchures de légumes, tous les restes qu'on ne va malheureusement pas consommer, peuvent être mis dans l'éco-composteur, et ça nous fait un bon compost qui est réutilisable dans nos jardins potagers, au pied de nos plantes. Donc c'est quand même une belle opération, mais à partir du 1er janvier prochain, normalement, nous ne pouvons plus vous ramasser vos biodéchets. Il faut les traiter. Pour ceux qui habitent en quartier, je vous le rappelle, nous allons développer dans les zones plus urbaines des éco-composteurs de quartier qui nous permettront, comme nous descendons nos poubelles grises, nos poubelles jaunes, nos cartons et autres, on descendra aussi son petit seau de déchets et on le mettra dans l'éco-composteur que là, les services paysages de la ville, les services propreté viendront gérer au quotidien. Mais vous imaginez si nous arrivons à supprimer quasiment 30% de tonnes dans nos poubelles grises, si déjà en plus on a supprimé nos cartons, nos papiers, dans des colonnes spécifiques, ce qu'on appelle les fibreux, si en plus nos emballages, tous les emballages, les boîtes de conserve, le plastique, qui j'espère va être interdit, mais enfin ça on verra, dans la colonne, dans le sac jaune, ou les colonnes jaunes, ou les bacs jaunes, et puis les verres bien sûr qu'on sort, les biodéchets, il va nous rester tout bonnement qu'une poubelle grise petite. On pourra gagner des tournées, je vous l'avais dit, on pourra diminuer le nombre de tournées des camions poubelles, on va gagner de l'argent en carburant, de l'argent, et puis on va gagner surtout beaucoup de gaz à effet de serre. Donc à partir de juin, nous allons distribuer dans toutes les communes, sur les 70 communes, vos mairies vous préviendront, et c'est elles qui géreront cela. Pour vous-même, quelle heure il est? Parce qu'il faut que je suive. 38, oh là là, j'ai encore beaucoup de questions qui me sont arrivées. Nous aimerions comprendre la politique du service de Geneviève C sur Facebook. Nous aimerions comprendre la politique du service arboré de la ville, platane, boulevard Gambetta, toujours pas élégué, branches dans les fenêtres, nous sommes de l'année, même les plantes vertes meurent, quel élu accepterait cela chez lui, qu'en sera-t-il à la fin de l'été? Platane, avenue de Gaulle et place Sémar élagué.
résidence sous-préfet, agence midi. Bon, ça c'est un peu un commentaire un peu. Platane coupé, ancienne école du Rieux, près de la Rocade, contribuable mécontent, mais aussi éco-responsable. Bon, c'est une question un peu tendue. Alors, plusieurs éléments de réponse. Effectivement, chaque année, le service patrimoine, vous savez que tous les arbres de la ville sont référencés, ont une carte d'identité et doivent être taillés suivant un cycle qui est déterminé par les ingénieurs, pas par moi, pas par Max Roustan, c'est un cycle. Il est vrai, et vous n'avez pas tort, que cette année, vous avez vu, on a lancé une nouvelle, comment dire, une nouvelle méthode d'élagage, notamment avenue Général de Gaulle. Et là, pendant 3 jours, ils nous ont fermé l'avenue Général de Gaulle. Ils ont géré ça très bizarrement avec des grands camions automatiques qui passaient, qui coupaient en rideau ces platanes. Il y a eu des branches partout. La circulation a été complètement arrêtée pendant plusieurs jours. Donc on a dit stop, parce qu'on ne peut pas non plus, parce qu'on coupe les platanes, arrêter la vie de la ville. Et donc nous reprendrons avec les méthodes anciennes, un peu plus artisanales, mais qui ne bloquent pas la ville. Donc bien sûr que l'année prochaine, tout ce qui n'a pas été fait cette année va être fait. Concernant le boulevard Louis Blanc, effectivement, et Gambetta, il faut savoir juste qu'il y a des platanes qui sont aussi assez malades, hein, donc on les suit au jour le jour, malheureusement, parce que ces arbres ne sont pas obligatoirement, contrairement à ce qu'on croit, adaptés, mais c'est notre héritage, hein, nous l'avons, et nous en sommes contents, surtout l'été, parce que ça fait de la fraîcheur. Mais voilà, il faut bien les traiter. Ça se traite pas n'importe comment, hein. J'ai pas vraiment la main verte, mais j'ai des spécialistes avec nous. Et donc les choses se font naturellement. Mais bon, écoutez, il n'y a pas de préférence, je le dis clairement. Il n'y a pas de préférence sur quelque boulevard que ce soit. Ce sont les ingénieurs du service patrimoine qui décident en fonction de chaque année, d'un cycle et des platanes, comment on les élague. Je vous demande de bien vouloir me croire. Je vois pas l'intérêt que j'aurais aujourd'hui à les faire là plutôt que là. Pour moi, la ville d'Alès, elle est une et unique. Et donc, tous les Alésiens sont traités de la même façon. Alors, test sur Facebook. Ah oui, très beau Alès. Merci. Mais le problème, c'est que cela sera pour les oiseaux car c'est impossible de stationner ou à l'autre bout de la ville. Et quand on arrive en ville, on change pas de trottoir, hein, je le dis, on est épuisé, donc terminé, je ne descends plus. C'est un peu une réponse, comment dire, il y a des trucs qui arrivent partout là, tac tac tac, des questions, je vais y répondre, Sylvie de Marcy, je vais y répondre. Alors, non, ça, je peux pas laisser dire ça, on en a parlé déjà plusieurs fois. On peut se garer, alors c'est pas toujours très simple, on n'arrive pas, il n'y a pas une place qui nous attend, mais sur la ville d'Alès, et j'en veux pour preuve 2 choses. La première, vous savez que dans le cas des États généraux, il avait été demandé de mettre à l'entrée de chaque ville le nombre de places disponibles en temps réel dans nos parkings de structure. Je vous engage donc, quand vous rentrez dans la ville, surtout si vous n'habitez pas à Alès, vous avez ces panneaux et vous voyez les parkings de structure et vous voyez qu'il y a toujours, au minimum, toujours 200 places de disponibles dans les parkings de structure. Hein, sachant qu'aujourd'hui, Place des Martyrs est très plein. Le parking de l'Abbaye, on sait qu'il y a ce problème, mais il reste des places au moins 3, hein, dans lesquelles on peut aller. Je m'y gare moi-même, hein, je le dis. Et donc, il y a toujours des places. Il y a 4200 places de stationnement dans Alès. Une place pour 10 Alésiens. C'est 2, 3, 4 fois plus qu'on trouve à Montpellier par habitant, à Nîmes et tout ça. Donc, il y a des places de stationnement. Qui plus est, ces places sont gratuites. Hein, moins de 2 heures, c'est gratuit. Hein, on peut rester 2 heures sans rien payer. D'ailleurs, c'est des réflexions qui vont évoluer. Et puis, nous avons le parking sous le Gardon. Nous avons le parking sur le Gardon. C'est 2 € la demi-journée. Hein. Et nous avons des abonnements à 20 € par mois. De mémoire, je vous dis tout ça. Nous avons le champ de foire où c'est gratuit. Et donc, vous me dites que vous êtes épuisé quand vous arrivez en ville. Je vous rappelle que nous avons des navettes gratuites. Et donc, vous pouvez vous garer. Alors, il y a toujours de la place aussi. Très, très souvent, enfin, quasiment 99% du temps, pour pas dire toujours, et vous avez la navette bleue qui vous permet de joindre la ville à pied tous les quarts d'heure. Donc c'est un faux problème aujourd'hui, et je peux vous garantir, parce qu'on regarde, hein, on regarde ce qui se passe en dehors d'Alès, on a des yeux qui regardent un peu plus loin, que sur Alès aujourd'hui, on peut se garer, et quand on a besoin de se garer, il y a toujours des places, c'est souvent dans les parkings de structure, ou moins de 2 heures, c'est gratuit, sinon il y a le champ de foire et navette, voilà, il y a devant le lycée Jean-Baptiste Dumas, voilà, il y a au-dessus de la gare, place Sémar, il y a des places dans la rue.
moins d'une heure gratuit, c'est zone bleue. Il y a des places aujourd'hui en nombre suffisant pour les tarifs bleus. Donc voilà, donc on ne peut pas dire à mon sens, alors ça peut arriver qu'exceptionnellement le samedi à 14 heures pendant les fêtes de Noël, et c'est très bien, ça veut dire que les gens sont en ville, mais même le samedi on fait regarder, je peux vous garantir que je demande les chiffres au quotidien, notamment les samedis, il y a toujours au minimum à peu près 200 places de disponibles sur la ville. Il faut les trouver, certes, c'est pas toujours très simple, mais elles sont disponibles. Et nous avons fait beaucoup pour le stationnement, même si on peut toujours faire plus, mais je ne vais pas démonter des immeubles pour créer des places de stationnement. Ça, c'est pas possible. Et puis, je n'en ai pas non plus l'envie. Luigi sur Facebook, une très belle place, cette place des Martyrs, mais il faut savoir qu'il y a des commerçants sur cette place. Il faudra développer plus d'activités nocturnes pour cet endroit pour 2024. Car place de la mairie et Louis Blanc, c'est toutes les années pour eux. Être à l'écoute de vos administrés, c'est votre cheval de bataille en attente de votre retour cordialement. Ah ben ce soir c'est un peu plus tendu, mais c'est bien, oui, je lis l'énoncé de la question totalement, hein, je ne cache rien. Alors plusieurs choses, merci, je vous remercie de ce rendez-vous, c'est une autre question qui arrive, pour cette question, 2 éléments. Place des Martyrs de la Résidence, c'est une place assez récente, hein. D'ailleurs certains s'étaient permis de la critiquer, moi tout comme vous je la trouve magnifique, parce qu'on peut y faire plein de choses. Place de la mairie, c'est une place aussi beaucoup plus ancienne, sur laquelle il y a un certain nombre d'activités, il n'y a pas tout qui s'y fait. Effectivement, il y a aussi le théâtre de verdure, il y a aussi effectivement l'Esplage avec le quai du Gardon, il y a la place Péry, il y a la place Barbus devant le cratère. Il se fait des choses beaucoup en ville. Regardez, Passeur de livres, c'est devant le cratère ce week-end. Mais place des Martyrs, nous avons développé de plus en plus des activités. Mais place des Martyrs, et je tiens à le dire aussi, il y a aussi beaucoup de résidents. Ça vous a pas échappé, il y a 3 immeubles et 4 immeubles avec la résidence senior. Donc il y a des gens qui ont acheté des appartements et qui, quelque part aussi, ont droit, comme tous les autres habitants de la ville d'Alès, à avoir des moments de calme. Cette année, il s'y est passé beaucoup de choses. Il y a eu la Color Run, il y a eu le Festival des cultures urbaines, il y a eu Patrick Sébastien, plus de 6000 personnes pendant la feria, et il y a eu, je crois, un concert, un truc de brocante, un concert brocante. Donc il s'y passe quand même beaucoup de choses, fête de la Châtaigne. Voilà, il s'y passe beaucoup de choses, mais il faut allier animation. Pendant les fêtes de Noël, d'ailleurs, il y a eu toute une décoration de mémoire pour un village pour les enfants. Donc on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien place des Martyrs. Il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de restaurants. Donc nous sommes tout à fait favorables à la développer. Il va y avoir, je crois, des concerts là. Et puis pendant l'été, vous verrez, il y aura aussi beaucoup d'animations. Mais il faut aussi respecter les gens qui habitent. Il y a les arènes aussi d'ailleurs qu'on oublie, où il se passe beaucoup de choses. Les fous chantants, Kenji Girac, voilà, les courses camarguaises, les corridas. Et il y a tout ça qui s'y passe dans les arènes. Donc non, on ne peut pas dire que tout se passe là. C'est pas totalement vrai. Ça se passe aussi place des Martyrs, mais il faut développer en gardant la tranquillité de cette place, parce qu'il ne faut pas faire fuir non plus les habitants d'Alès, ici comme ailleurs. C'est pour ça qu'on tourne aussi, qu'on ne fait pas du bruit partout au même endroit. J'avance, parce que je vois l'heure qui défile. Alors Laetitia, bonjour, le mini-golf de la Tourvière est fermé depuis 8 mois. Que se passe-t-il? Va-t-il rouvrir? Merci. Ah ben, bonne question aussi, c'est vrai qu'on non, alors je vous rassure, il n'est pas fermé, mais on a un gros problème avec le personnel qui loue les putters et les balles de golf. Donc aujourd'hui, en attendant de trouver la solution pour relouer ces éléments, si vous pouvez utiliser gratuitement, mais avec votre propre matériel, ce mini-golf. Alors je sais que tout le monde n'a pas un putter et des balles chez lui, mais c'est vrai qu'on peut en trouver pour pas vraiment cher si c'est une activité que vous faites régulièrement. Avec un club, on peut faire jouer tour à tour tous les enfants et 2 ou 3 balles. Alors c'est vrai que c'est toujours dommage. Ou vous pouvez attendre le système que nous essayons de trouver pour réouvrir ce golf qui est ancestral et sur lequel se sont testées beaucoup de générations depuis de nombreuses années. Jules, j'en ai parlé. Alors, Sylvie de Marcy. Alors, il y a le nom, j'ai dit que je ne devais pas les noms. Bonsoir, monsieur Rivang. Merci de nous informer sur Alès et l'agglomération. Ah, vous êtes un homme de terrain. Les Biterroises. Ah bon, d'accord. Merci. Merci les Biterroises. Ah oui, les Biterroises. Ah oui, d'accord. J'ai croisé ces dames pendant la feria. Merci pour ce message, c'est sympa. Prévoyez-vous un marché aux fleurs sur le Gardon ou Cinéplanète? Ce serait génial. Merci, bonne soirée. Alors, beaucoup nous parlent de ce marché aux fleurs. On a beaucoup de réflexions pour essayer d'en implanter un. C'est important. Et donc, c'est pas impossible que dans quelques temps, mais il faut des partenaires parce qu'on va pas le monter nous-mêmes. Donc, il faut que les demandeurs
notamment les professionnels des fleurs et tout ça se mobilisent. Donc on y réfléchit, peut-être avec le futur marché, devant la place du marché, quand tout sera refait, tout beau. Voilà, mais je suis assez d'accord. Alors il y a un petit marché aux fleurs devant le marché, notamment le samedi, et vous avez quelques vendeurs de fleurs. Et puis nous avons des fleuristes extraordinaires. J'en profite pour dire qu'effectivement nous avons beaucoup de fleuristes qui gagnent des prix. Là c'est Florazur, je crois de mémoire, qui a gagné un prix international. On a eu aussi notre fleuriste de la place autour de la cathédrale. Voilà, on a beaucoup de fleuristes et des artisans fleuristes. Un nouveau vient d'ouvrir place rue Saint-Vincent. Voilà, on a beaucoup de fleuristes de talent. Alors si je commence à les citer, je vais me faire engueuler. Mais voilà, il y a beaucoup de fleuristes. Donc vous pouvez acheter des fleurs et des beaux bouquets partout. Je peux vous le garantir, dans Alès, ça m'arrive d'offrir des fleurs. Et donc je peux vous garantir qu'on peut le trouver. Mais on y réfléchit quand même en liaison, bien sûr, avec eux. On ne va pas leur faire une mauvaise concurrence. Bonjour Monsieur Riven, tout d'abord, merci de ce rendez-vous Facebook Live, c'est appréciable. J'aurais une question à vous poser. Il s'agit de l'entretien de la voirie avenue Stalingrad au niveau de l'épicerie en primeur. Elle est longue cette question. Jardin de Laetitia et rue Romain Roland, ce malgré le passage des cantonniers qui ramassent les nombreux détritus, les trottoirs et les chaussées sont rapidement sales. Deux problèmes à ça. Le premier est esthétique, les déchets jonchent le sol souvent. Le deuxième problème concerne l'écoulement des eaux pluviales, comme lors des gros orages comme actuellement. À ce niveau de l'avenue Stalingrad, l'eau stagne. Oui, qui récupère toutes les eaux de la gare de Montetiol. Il pleut 15 minutes et le carrefour est plein d'eau. Ma question, serait-il possible d'améliorer cette situation par des mesures préventives? Serait-il possible de prévoir plusieurs passages réguliers dans l'année pour nettoyer les avaloirs, comme il est fait en septembre? Je vous remercie pour l'internet. Et pour la réponse, Florian. Ben écoutez Florian, voilà, c'est plusieurs questions en une. J'ai répondu un peu sur la partie avaloir parce qu'il faut les entretenir, on les entretient. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent, donc on le fait en septembre. S'il faut essayer de le doubler, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'effectivement, maintenant, si on a des orages plus en nombre et plus importants, c'est clair. Alors c'est vrai que avenue Stalingrad, on sait qu'il y a un endroit où la rue fait un flap et l'eau reste. Alors il faut reprendre beaucoup de chaussées. Pourtant, cette chaussée n'est pas trop ancienne encore par rapport à d'autres, mais on est tout à fait conscient, notamment avec les eaux qui dévalent du côté montée de Sioule, qui effectivement, ça pose souci. Donc oui, ça doit être pris en compte, c'est des travaux très lourds financièrement, mais ça fait partie des travaux que nous avons dans notre escarcelle de travaux à réaliser. Donc on va y travailler, mais vous verrez, je vous apporterai une réponse. Sur la propreté, j'en ai déjà parlé à diverses reprises, les rues sont sales, je suis désolé, c'est pas la mairie qui salit les rues, c'est pas l'agglo qui salit les rues, c'est les gens. Alors, je le redis aussi, les agents du service propreté ne sont pas là pour ramasser, excusez-moi du terme, mais les merdes qu'on jette un peu partout ou qu'on laisse sur les routes. Les employés du service propreté sont là pour le petit coup supplémentaire, et pour mettre un peu propre les pollens, les feuilles, des choses comme ça. Mais moi, j'appelle encore une fois tous les habitants et tous ceux qui passent sur la ville d'Alès au civisme. Si tous et toutes, on arrive à pas jeter nos déchets par terre, je peux vous garantir qu'on vivra mieux la ville, qui n'est pas si sale que certains veulent le dire. Allez visiter un peu, n'est pas si sale, mais effectivement qui pourrait être toujours plus propre. Mais nos employés ne sont pas les larbins de celles et ceux qui jettent leurs papiers, qui jettent leurs mégots, qui jettent tout ça. À un moment, faut quand même faire tous un effort. On va y arriver. Donc oui, on a investi dans des gloutons, là, vous savez, les aspirateurs. Mais voilà, il faut quand même qu'on fasse tous un effort. C'est ensemble, on fait société parce que chacun fait un effort. On a parlé de l'eau, voilà, et ben les déchets c'est la même chose, la vitesse c'est la même chose. En fait, si on fait tous un petit effort, vous verrez que la vie sera encore plus belle et elle est déjà pas mal à l'est. Mais on peut faire mieux. Xavier Aldon, il était prévu que le rond-point d'Hyper-U soit goudronné. Qu'en est-il? C'est vrai qu'on m'a posé cette question, c'est vrai qu'il est pourri. Et donc, il va être goudronné. On travaille jusqu'au pont de la Rocade dans quelques semaines ou mois, parce que là aussi, il y a un programme de travaux, parce qu'on ne regoudronne pas comme on n'arrive pas, on ne pose pas un peu de goudron, vous le savez. Il faut décaisser pour le pluvial, pour gérer les eaux, il faut regoudronner, il y a des marchés publics, tout ça. Donc ça fait partie des prochains chantiers qui sont prévus. Donc oui, avant la fin de l'année 2023, ces travaux devraient être réalisés, mais on s'en reparle si c'est... Enfin, de toute façon, j'y passe régulièrement, donc ça sera fait. C'est un engagement. Crap Tatou, bonsoir. Combien de temps durent les travaux de la rue Jean Castagno, SVP? La rue est un peu oubliée pour les commerçants, les murs tagués, c'est dommage, cordialement. Oui, je sais. Alors, deux mots sur les travaux, c'est une question qui me permet d'enchaîner aussi sur la rue d'Avéjean. Donc oui, rue Jean Castagno bas, il y a des travaux qui sont liés à un immeuble qui s'est effondré.
Moi, je dis bravo au propriétaire, un jeune homme d'Alès qui investit, parce qu'il rénove du patrimoine, ça évite d'avoir des immeubles qui s'effondrent. La conséquence, c'est effectivement que la rue, et notamment Jean Castagno, le bas Jean Castagno, est très, comment dire, est très handicapé. Alors on a fait un peu de communication, on a fait des bâches pour les commerçants, mais c'est pas toujours suffisant. Donc à part nous redire que les commerces restent ouverts et puis surtout d'aller consommer chez eux, c'est vrai que j'avoue humblement que c'est problématique. On n'y peut pas grand-chose. J'ai mis la pression sur le propriétaire et l'entreprise, qui est une très belle entreprise d'ailleurs d'ici, mais pour que tout ça se mette en place. Je le dis aussi, vous avez vu, rue d'Avéjan, trois grues. Ces grues, elles refont des toits des immeubles. On avait 3 demandes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On ne peut pas dire non à ces demandes-là. Quand c'est l'entretien du patrimoine, on ne peut pas dire non. Donc on a pris la décision de leur demander, tout le monde, de se grouper sur la même période. Donc si vous voulez, Castagno, ça risque de finir à la fin de l'été, début septembre, il reste encore un peu de temps. Et le 13 juillet, rue d'Avéjan, les 3 chantiers devraient être terminés. Je le sais, c'est handicapant, mais je ne peux pas dire non aux travaux et ça permet de refaire des appartements, ça permet de protéger notre patrimoine et on essaie, vous voyez, on a essayé là de les regrouper pour que ce soit géré avec le moins de nuisances possible. Mais les commerces restent ouverts. Si vous m'écoutez, faites vos courses en ville. Nos commerçants vous accueillent et ont des très beaux produits et sont pas beaucoup plus chers qu'ailleurs, comme on dit. On dit c'est toujours cher en centre-ville. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, en centre-ville, on s'habille pour le même prix. Et donc, allez-y. Et puis d'autres choses, on peut faire d'autres choses. On a des instituts de beauté, on a tout. Enfin, je me lance pas non plus dans le tour parce que je vais en oublier. Mais voilà, Xavier Aldon, toujours exact, et pas celui-ci. Le parking du Gardon dessus, côté Péry est lui aussi en très mauvais état. Les routes de la Glosse sont en général en très mauvais état. Ouais, alors si on fait le tour, on va trouver effectivement beaucoup de routes en mauvais état. Le parking du Gardon, je peux vous dire qu'on a essayé, on a beaucoup de mal à avoir l'autorisation mais je rentrerai pas dans les détails techniques parce que je veux pas éveiller quelques soupçons de recharger. On a fait un peu, on a rebouché les trous, mais on est d'accord. C'est un parking qui est très ancien et qui s'abîme. Donc on réfléchit à un système, un coulis ou tout ça pour essayer de le caler. Donc ça peut-être que ça va arriver dans les prochains mois parce qu'on y travaille avec des coûts acceptables. Sur l'agglo, je ne partage pas totalement. Et bien sûr qu'il y a des routes en mauvais état. J'ai pas la compétence sur l'agglo, sur les routes. C'est pas moi, c'est soit l'État, soit le département, soit les communes, mais pas l'agglomération n'a pas compétence routière, sauf sur la rocade Saint-Christol, c'est la seule compétence, ça, et puis la grande rocade sud, si un jour on a l'autorisation de la faire. Donc voilà, après il faut savoir que ça coûte excessivement cher aujourd'hui de refaire des routes, et donc on les fait quand on peut, mais c'est vrai, une chose est vraie, les goudrons tiennent beaucoup moins bien qu'avant. Et oui, c'est les agrégats ou c'est les liants, j'en sais rien, je suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que ça tient moins bien qu'avant. Quand on faisait une route avant, c'était pour 10-15 ans, maintenant au bout de 5-6 ans. Donc on n'a pas non plus les moyens de pouvoir refaire toutes les rues, mais on les fait. Je peux vous garantir qu'on fait du kilométrage, rien que sur la ville d'Alès, c'est plus d'1 million par an de réfection de goudronnées. Et donc voilà, on y travaille. Voilà. Alors si tout le monde m'envoie ses trous, oui, on va en trouver, mais on les note, passe Alfred César. Si vous nous donnez à Tamaris, si vous nous donnez, on pourra le refaire. J'espère que si c'est une impasse publique, si c'est une impasse privée, c'est pas la collectivité d'investir, mais on regardera. La tour des Cévennes, quand sera peut-être démolie, ça y est, ça avance. Malheureusement, la pharmacie n'y est plus, et donc les travaux de démolition vont être attaqués dans les prochaines semaines, là aussi. Ça avance bien. Parfois, ça prend trop de temps, je le sais. Vous êtes pressé, moi aussi, mais ça avance et ça va se faire. Sylvain Cavalier, putain, ça arrive de partout les questions, c'est génial. Que comptez-vous faire contre la mendicité du centre-ville? C'est de pire en pire, encore un métier à plein temps pour eux, un beau centre-ville actif, mais point négatif, dommage. Bon, ça aussi c'est une question qui revient assez souvent, les commerçants me la posent beaucoup. Plusieurs choses. Alors, ça ne va pas nous rassurer, mais quand même, là aussi, c'est vrai qu'il y a en centre-ville un certain nombre de personnes qui font qui quêtent, qui font la manche. Alors, des gens qui font ce choix parfois, ce qu'on appelle les zonards, c'est-à-dire ils font le choix de vivre de la quête, et puis d'autres qui sont en difficulté et qui ont besoin d'être aidés. Donc voilà, c'est comment faire la part des choses. On a aussi beaucoup d'associations
qui s'occupe et qui attire ces personnes aujourd'hui, malheureusement, venir en centre-ville d'Alès pour avoir des aides sociales. C'est très bien quand elles le nécessitent. Je dis toujours, il faut être toujours équilibré entre la fermeté et la solidarité. Donc bien sûr, ceux qui font le choix de zoner, comme on dit, et qui pourraient bosser, bah, ça énerve tout le monde. C'est normal. Là, je dis aussi, ces gens-là, vous savez, si on leur donne pas, ils restent pas. Hein. Donc en leur donnant, eh ben écoutez, mais ça c'est un choix personnel, soit on veut aider, soit on veut pas aider. Il y a ce problème des bières, par exemple, ou de l'alcool, que certains, je le vois, tout à fait pour être tout à fait humain, on va offrir de la boisson à ces personnes-là, et avec parfois, ben, il serait idiot d'en partir. Donc voilà, il faut quand même raisonner. Mais dites-vous bien qu'on a mis en place des arrêtés anti-mendicité, tout ça, de façon périodique. La police municipale fait des actions qui sont notées, humaines toujours, mais carrées de l'autre, pour pouvoir à la fois contrôler qui est là, à la fois regarder le problème des chiens, et à la fois faire en sorte que les fauteurs de troubles soient mis hors d'état de nuire. Mais c'est vrai qu'on en regarde. Après, je le dis aussi, alors je sais que certains, quand je dis ça, râlent. Alès n'est pas une ville d'insécurité grandissante. Hein. Allez vous promener dans d'autres villes que je ne citerai pas pour pas m'attirer les foudres des élus, mais on entend souvent à la télé, à la radio ces temps-ci. Voilà, il faut aussi raison garder. Le centre-ville d'Alès, on peut s'y promener, on n'est pas en totale insécurité. Oui, on peut avoir peur. Oui, une femme seule dans Alès, quand vous avez un groupe de personnes qui parlent fort avec des chiens, ça peut faire peur, j'en conviens. Sachez que la police municipale est à moins de 2 minutes avec les caméras de toute intervention et qu'on est sur les points le plus rapidement possible. Oui, c'est un problème. Je ne vais pas prendre ces gens-là et les mettre ailleurs. Ils ont des droits, ils ont des trucs, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Ce qui peut être ennuyeux, c'est celles et ceux qui font le choix justement un peu de zoner. Voilà, ben, je pense que là, il faudrait être un peu plus vigilant. Oui, je sais, il est passé l'heure. Mais puisqu'on parle de sécurité, j'ai encore plein de questions. Vous voyez, comme quoi c'est bien parce que ça. Puisqu'on parle de sécurité, j'ai aussi une question. On a croisé ce matin beaucoup de voitures de gendarmerie dans la ville d'Alès. Que se passe-t-il? Alors oui, ben là aussi, c'est quelque part une bonne nouvelle, parce que dans le cadre de ce qu'on fait dans le cadre du CLSPD, Conseil local de prévention de la délinquance et de la sécurité, CILSPD au niveau de l'agglomération, du travail que nous faisons avec le parquet, avec les services de l'État, la sous-préfecture et autres, eh ben on s'aperçoit qu'il y a une action qui est faite de la part des magistrats. Ce sont les magistrats, les procureurs, les juges d'instruction qui mènent des opérations. Et ce matin, il y avait une opération avec plus de 40 véhicules venant des forces de gendarmerie, plus appuyés par la police municipale, qui sont intervenus sur plusieurs points du territoire suite à des enquêtes, à des magistrats. C'est pas nous, mais et du coup cette opération de police dans le milieu des stupes, hein, on parle des stupéfiants, est une grande réussite. Je peux vous l'annoncer. Je laisse bien sûr les magistrats faire la communication, mais est une grande réussite. Je rappelle que très régulièrement, tous les mois, il y a une opération de ce niveau-là, peut-être pas aussi spectaculaire que ce matin. Les juges, les instructeurs, les procureurs font leur travail et démantèlent au fur et à mesure les points de drogue, les points de deal et surtout les gros comment dire, les gros bonnets de la drogue et tout ça, et qu'il y a sur Alès. Donc, je vous rappelle qu'on travaille aussi sur la sécurité du quotidien, sur les violences intrafamiliales, sur les violences faites aux femmes. C'est aussi un combat qui nous occupe beaucoup avec des conseils qui sont mis en place, des actions qui sont mises en place aujourd'hui, nous directement avec les associations, bien sûr, sur tout ça. Dernier petit point, parce que je vois encore plein de questions, vous dire que demain ou après-demain, puisqu'on n'a pas la dernière fois, il y aura un communiqué officiel. Donc j'ai réuni ce matin en réunion avec le directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé, Didier Jaffre, le patron, la directrice de la clinique Bonnefond et son propriétaire, et nous avons convenu d'actions pour maintenir aujourd'hui les urgences en espérant H24, mais en tout cas un minima 14 heures par jour, en liaison avec le centre hospitalier. Donc le patron de la clinique, M. Chiche, a donné son accord de principe. La directrice va essayer de le mettre en place et tout ça béni par l'ARS. Et je remercie d'ores et déjà ces dirigeants d'avoir avancé. Donc on va communiquer dans les quelques jours, mais vous voyez, les choses avancent. Et dans quelques jours, le 12 juin, je lance les États généraux de la santé dont je vous reparlerai, au prochain Facebook Live qui aura lieu, j'ai noté la date, le 27 juin.
Et je ne serai pas ici à Alès parce que je serai à Toulouse où j'interviens dans le cadre d'un congrès sur l'industrialisation et je la ferai en direct de Toulouse. Voilà, quelle heure est-il? J'ai dépassé, hein? Oh non, 4 minutes, ça va, c'est pas très. J'avais plein d'autres questions. Donc, lorsque nous pourrons le faire, ben, nous vous répondrons par écrit. J'espère avoir répondu aux questions qui m'étaient posées. Et je vous remercie pour ce rendez-vous que j'aime beaucoup, qui est très important aussi pour moi, pour entendre vos remontées. J'espère qu'il l'est pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. À bientôt dans la ville d'Alès. Et pour